Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié aux événements indésirables graves associés aux soins et aux troubles de la déglutition. Nous avons le plaisir au CK de co-animer aujourd'hui ce webinaire avec Sérénut et notamment le professeur des sports qui a accepté gentiment de participer avec nous et de co-animer ce webinaire. Quelques rappels avant qu'on se présente peut-être plus avant. Juste ce webinaire, bien entendu, est enregistré. Vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube du CK dans les prochains jours. Je dirais que même a priori dès demain, il sera disponible. Et puis, que vous avez la possibilité, bien entendu, également, de poser des questions via soit l'onglet Conversation, soit l'onglet Q et R. Donc, de votre outil Teams, je vous donne les deux possibilités parce qu'en fonction des versions, tout le monde n'a pas l'onglet Q et R. Donc, bref, peu importe, vous pouvez, au niveau des deux onglets, poser vos questions et ou la mission IGS ou le professeur des sports, voire peut-être parfois les deux, pourront répondre à vos questions dès la fin de nos présentations respectives. Donc, moi, je suis Véronique Garcia, chef de projet et responsable gestion des risques au CK, et j'interviens notamment au niveau de la mission EIGS. Et donc, j'ai le plaisir de co-animer au niveau de la mission ce webinaire avec Valérie, que je vais laisser se présenter. Valérie Tugori, je suis chargée de mission EIGS au CK. Voilà, et le professeur des sports, donc que vous voyez connecté avec nous, que je laisserai se présenter plus avant, donc pour ces réunions tout à l'heure. Sans plus attendre, je vous propose de commencer ce webinaire. Donc pour ça, je vais vous partager la présentation et je mets un diaporama si j'y arrive. Je vais y arriver, évidemment. Ah là là, pas grave, on va lancer autrement. Parce que mon onglet est caché derrière, en fait. Voilà, on y arrive. Très bien, donc EIGS et troubles de la déglutition, un vaste sujet. Nous n'avons qu'une heure pour en parler, mais nous allons essayer d'aller à l'essentiel. Une première partie de ce webinaire va être consacrée aux interventions quelque part de la mission IGS auprès des établissements de santé quand survient une fausse route. Et on vous fera un petit retour d'expérience sur les analyses que nous avons été amenés à accompagner au niveau du CK depuis la création de cette mission, j'ai envie de dire au niveau du CK, sur les EIS en lien avec les troubles de la déglutition. Et là, je passerai la parole à Valérie dans quelques diapos pour cela. Juste déjà pour vous rappeler comment on fonctionne, eh bien, quand malheureusement survient une fausse route dans un établissement, très souvent, on peut la qualifier de IGS. Alors, vous savez, en lien avec les critères de gravité qui conditionnent la nature des événements indésirables graves associés aux soins, à savoir soit malheureusement il survient le décès du patient ou du résident suite à cette fausse route, soit survient une mise en jeu du pronostic vital, soit survient une incapacité permanente à la suite de l'événement. Donc, fausse route, EIGS, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'automatiquement, si vous intervenez ou travaillez dans une structure sanitaire ou médico-sociale, vous allez pouvoir le déclarer via le portail national de signalement des événements indésirables associés aux soins, graves associés aux soins. Deuxième possibilité de déclaration, vous êtes une structure médico-sociale et à ce moment-là, eh bien, vous allez pouvoir utiliser également la fiche spécifique de signalement des événements indésirables graves des structures médico-sociales, établissements et services médico-sociaux. Donc, je vous ai remis l'encart du haut de cette fiche de déclaration et je vous rappelle donc que dans la rubrique numéro 4, accident ou incident lié à une erreur ou un défaut de soins de surveillance, vous avez clairement identifié la situation fausse route. Donc l'événement est arrivé, vous évidemment vous l'avez géré, hein, on est bien d'accord, la déclaration vient dans un deuxième temps, vous avez fait votre déclaration,
Vous avez fait votre déclaration, elle va arriver, que ce soit via le portail ou via le point focal où vous avez fait votre déclaration médico-sociale, elle arrive à l'ARS. Vous avez fait l'événement est arrivé, vous allez devoir l'analyser. Donc faire une analyse approfondie des causes de survenue de cet événement. Donc, plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, vous êtes en capacité de la faire seul. Ça va vous permettre de remplir, de renseigner encore une fois votre volet 2, de compléter votre volet déclaration médico-sociale. Très bien. Vous avez besoin d'aide. Le CK, la mission IGS du CK peut intervenir, peut vous accompagner dans cette analyse. Pour ce faire, soit nous recevons, donc avec, j'ai oublié, bien entendu, et c'est important, avec l'aide d'une personne qualifiée en fonction de la thématique. Donc là, on est dans la thématique fausse route. Le CK pourrait demander typiquement au professeur des sports ou quelqu'un de CRNU de venir en soutien à nos côtés pour analyser cette situation avec vous. Donc, soit vous nous sollicitez directement, soit vous avez coché la demande d'un appui extérieur dans votre volet 1, vous savez, c'est le dernier petit onglet de votre volet 1, et à ce moment-là, l'ARS nous transmet votre déclaration. Voilà, donc vous voyez, je l'ai remis effectivement ici. Donc là, j'ai fait une extraction, vous savez, du PDF, je vais y arriver, du modèle formulaire de votre volet 1. J'ai fait une extraction comme vous pouvez le faire sur le portail et je vous ai matérialisé. Donc là, c'est vraiment la dernière rubrique. Souhaitez-vous l'appui d'une expertise externe pour réaliser l'analyse approfondie de l'EIGS? Si vous cochez oui, donc votre volet 1 nous arrivera directement et nous vous contacte juste après pour savoir si vous avez besoin d'aide et comment on peut vous accompagner. Ou alors, encore une fois, vous pouvez nous solliciter directement. Je vous rappelle que l'accompagnement à l'analyse des EIGS par le CK fait partie de ces missions intrinsèques qui sont matérialisées dans le cadre du CEPOM que nous signons chaque année avec l'ARS. Accompagnement, donc toujours en lien avec l'analyse. Donc cette fois-ci, un petit bilan. Je passe la parole à Valérie. Donc depuis 2012, on a à peu près travaillé, accompagné en tout cas 319 événements indésirables graves et on a accompagné 8 événements indésirables graves pour des fausses routes. Donc les secteurs qui sont concernés en majorité, vous le voyez là sur ce camembert, 50% pour le médico-social, 12% pour les structures sanitaires, médico-chirurgicales et obstétriques et 38% pour la santé mentale. Ce qui moi, en tant que nouvelle, en tout cas je ne travaille pas depuis longtemps au CK, m'a un petit peu étonnée, hein, qu'il y ait une représentation en tout cas assez importante de la santé mentale. Alors après, toute proportion gardée, parce qu'on est d'accord, il n'y en a que 8. Il n'y en a que 8. Voilà, c'est un peu interpellant. Peu de déclarations, on a peu accompagné, en tout cas en quantité. La représentation géographique n'apporte pas grand-chose. A priori, On l'a c'est un faite, petit mais- peu, voilà, on l'a faite parce que ça pouvait toujours être intéressant, mais je pense que ça dépend aussi du nombre de structures dans les différents départements. Donc la Gironde qui est un petit peu représentée comme d'habitude, j'ai envie de dire. Historiquement, la euh, Gironde sollicite un peu plus le CK. voilà. Mais bon, voilà, encore une fois, ça ne représente que 8 événements indésirables graves associés aux soins, ce qui peut paraître peu au final sur les 319 qui ont été accompagnés depuis 2012. Hein. Voilà, donc on est peu sollicité pour des fausses routes. Voilà, donc en matière de conséquences, effectivement, sur 8 déclarations, 7 fausses routes qui ont amené un décès. Je pense que c'est aussi parce que c'est des conséquences particulièrement graves qu'il y a eu déclaration et demande d'accompagnement de notre part. Une mise en jeu du pronostic vital. Voilà. En matière de répartition de l'âge, là aussi, ça m'a
un peu étonnés et donc effectivement les fausses routes ne sont pas la pathologie exclusivement de la personne âgée puisque vous voyez on a un petit peu alors on a peu accompagné de signalements mais effectivement tous les âges sont à peu près représentés. 4 femmes, 4 hommes, donc pas de voilà, Très pas bien. de Oui. d'éléments à retirer de ces déclarations, en tout cas en matière de sexe. Et puis, je pense que quand on analyse les causes immédiates identifiées lors de ces analyses approfondies des causes, on relève en cause immédiate identifiée une sous-estimation des facteurs de risque des fausses routes. Vous vous en doutez, en lien avec la déglutition. Un ré Aussi des défauts de surveillance, par rapport à un risque élevé de fausse route et puis, des administrations, de médicaments, non écrasés. Voilà, grosso modo sur les 8 cas, effectivement, donc vous voyez qu'il y a 5 cas de fausse route au décours de la prise alimentaire, sur 8 cas. Donc ce n'est pas toujours aussi, dans la période de l'alimentation. Si on s'intéresse rapidement, encore une fois, à un tout de proportion gardée, parce qu'on n'est pas forcément représentatif de ce qui se passe dans la vraie vie, tout venant, mais sur les 8 situations qu'on a été amené à accompagner, en ce qui concerne les facteurs qui ont été identifiés lors des analyses, vous voyez, sur les facteurs liés aux patients, aux résidents, on avait retrouvé très souvent des antécédents de fausse route. Ça n'était pas la première, mais malheureusement, pour certains, vous avez vu, ça a été la dernière. On a retrouvé également la présence de traitements psychotropes chez la majorité des patients et résidents concernés, la présence malheureusement d'un état bucco-dentaire altéré et un comportement de type hyperphagie ou gloutonnerie retrouvé chez les personnes concernées. Concernant les autres typologies de facteurs, je vous rappelle, hein, je ne l'ai pas dit, désolé, mais il s'agit, bien entendu, à chaque fois, nous accompagnons les analyses à l'aide de la méthodologie ALARM, donc qui explore 7 typologies de facteurs. Donc, on a vu la première liée aux patients résidents. Concernant les facteurs liés aux professionnels, encore une fois, très souvent, une sous-estimation des risques de fausses routes alimentaires. Hein, voilà. Une sous-estimation de la gravité de l'état clinique aussi du patient, un manque de connaissances, voire d'expérience par rapport aux fausses routes, et une utilisation d'acronymes, comme je viens allègrement de le faire dans cette présentation, non compréhensible pour tous les soignants, parce que FR, ça peut dire fausse route, mais ça peut dire aussi facteur de risque. Donc, vous voyez, potentiellement, c'est source d'erreur. Les facteurs liés à l'équipe, hein. Cette fois-ci, on a retrouvé des défauts de transmission des informations médicales, donc un manque d'informations concernant notamment les antécédents ou les traitements des patients concernés, des problématiques de défaut de communication entre les établissements, l'établissement dans lequel a séjourné auparavant le patient ou le résident, par exemple, qui n'a pas communiqué suffisamment d'informations par rapport à l'établissement accueillant au moment de la fausse route, le patient résident. Et puis, des équipes parfois non formées ou insuffisamment formées à la prise en charge d'un résident à risque de fausse route. Les facteurs liés aux tâches, eh bien, ce qu'on a retrouvé malheureusement assez souvent, c'est une absence de consignes par rapport à la surveillance des fausses routes et des risques de fausses routes, notamment au moment du repas. Une problématique d'absence de bilan de déglutition, et vous allez voir ça en lien avec la suite, c'est que très souvent, il n'y avait pas les ressources nécessaires pour établir ces bilans. Et puis, des problématiques d'interruption de tâches relevées à plusieurs reprises. Les facteurs liés à l'environnement cette fois, eh bien, il y avait des problématiques retrouvées, là aussi à plusieurs reprises d'architecture de la salle de restauration qui ne facilitait pas, voire qui ne permettait pas la surveillance de tous les résidents au moment des repas. Des résidents parfois qui étaient assis, alors qu'ils étaient à risque de fausse route, assis à des tables avec d'autres résidents qui n'avaient pas ce type de risque. Du coup, une surveillance moindre et des risques
parfois d'échanges, par exemple, de nourriture, telle que du pain, telle que voilà, des aliments comme ça. Et puis, puisqu'on est dans les facteurs liés à l'environnement de travail, des problématiques d'ergonomie, du dossier patient informatisé ou dossier résident informatisé. Mais là, je pense que je ne surprends personne. Heu, les problématiques, les facteurs liés à l'organisation et au management, ce qui a été retrouvé à plusieurs reprises, c'est une problématique de charge de travail importante, des problématiques de glissement de tâches, quant à la surveillance des repas, une problématique de manque de ressources. C'est ce que je vous disais juste avant, hein, notamment en diététicienne, en psychomotricienne, en ergothérapeute, en médecin coordonnateur dans certains EHPAD. Des manques de coordination lors des staffs, c'est-à-dire parfois, même parfois des staffs absents, c'est-à-dire pas de moment, où toute l'équipe peut être assise autour d'une table et échanger sur les dossiers, sur les prises en charge, tous en coordination et donc, facilitant, pardon, ainsi l'échange d'informations. Et puis, encore une fois, on revient sur ce qu'on a dit au début, une absence de formation sur les troubles de la déglutition et la conduite à tenir pour prévenir les fausses routes. Et quant au dernier type de facteurs, sont les facteurs liés à l'institution. Cette fois-ci, on se rend compte qu'il y a des problématiques, on a retrouvé des problématiques, de recrutement médicaux et paramédicaux. Des ressources sanitaires insuffisantes carrément au niveau du territoire, hein. Dans certains territoires, on manque cruellement, de diététiciens, de psychométriciens, d'ergothérapeutes, d'orthophonistes et cetera. Et puis, ce qu'on a retrouvé dans certaines analyses également, c'est une problématique d'hébergement inadapté par rapport aux besoins de la personne accompagnée. Donc du coup, des professionnels, qui, n'étaient pas formés. Vous voyez, tout se rejoint finalement, des problématiques de personnel non formé qui, étaient amenés à prendre en charge des patients ou des résidents pour lesquels, enfin, ils n'avaient pas l'habitude, qui présentaient, pardon, des pathologies dont ils n'avaient pas l'habitude qu'ils n'avaient pas l'habitude de prendre en charge. Quelques exemples, d'actions issues des analyses réalisées, avec le CECA. Donc vous voyez, différentes, thématiques, récurrentes, la formation, les outils, la communication, les transmissions des informations. Donc on est en lien direct, bien entendu, c'est le corollaire, j'ai envie de dire, des facteurs, que je vous ai présentés juste avant. Donc, la formation, former les équipes au dépistage, à la surveillance des troubles de la déglutition, poursuivre les formations et actualiser même les formations aux gestes d'urgence, hein, voilà, pour l'étape d'après, s'il y avait besoin. Les outils, donc des outils divers et variés, formalisation de conduite à tenir, formalisation de protocoles de prise en charge d'urgence vitale, construire en équipe des protocoles de surveillance et de prise en charge des résidents qui présentent des troubles de la déglutition. Donc vous voyez, on a un panel en fait, d'actions issues de ces analyses en fonction des cas présentés, bien entendu. J'en terminerai avant de passer la parole au professeur des sports sur quelques ressources que vous sachiez qu'il y a quelques ressources, voilà, qui peuvent être qui vous sont proposées, pardon, par la FORAP et par le CECA. Donc je vous rappelle, la FORAP, c'est la fédération qui regroupe toutes les structures régionales d'appui, en France métropolitaine et ultramarine, dont fait partie le CECA. Donc en lien strictement avec notre thématique d'aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a pas encore de fiche réflexe, FORAP, mais ça va venir. En revanche, il existe un certain nombre de fiches rex et réflexes sur le site du CECA et sur le site aussi, de certaines, autres SRA. Donc n'hésitez pas à aller, bien entendu, les consulter si ça vous intéresse, en lien encore une fois avec les troubles de la déglutition, mais plus globalement sur plein d'autres thématiques. Et peut-être juste vous repréciser ce que c'est que je suis en train de me dire, les fiches rex et réflexes. Une fiche rex, c'est une fiche retour d'expérience. Vous avez l'exposé d'un cas, ainsi que toute son analyse et les actions, donc les facteurs et les actions issues de l'analyse. Une fiche réflexe, c'est une fiche sur laquelle vous allez trouver 3 à 4 situations exposées de manière plus résumée et avec en gros des enseignements, à tirer de cette thématique traitée à travers 3 ou 4 cas. Voilà pour cette présentation très rapide. Je ne suis pas persuadée qu'il y ait des questions à cette première étape. Si, une question. Si, une question. Il y a quelqu'un qui nous a demandé si les SMR étaient
comptabilisés dans la MCO ou alors le médico-social. Non, Non, effectivement, les c'est du SMR sont en sanitaire. sanitaire et effectivement, on n'aurait pas dû mettre MCO, mais sanitaire. Vous avez raison. Clairement, on modifiera la présentation, Voilà. voilà. Mais sachant que je pense qu'on n'a pas tilté parce qu'on n'a pas eu de déclaration, on n'a pas accompagné d'analyse en SMR sur cette thématique. Mais vous avez raison, on le modifiera. Je passe la parole à présent au professeur des sports pour la suite de cette présentation. J'arrête le partage. Voilà, ce qui vous permet de partager votre écran. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Parfaitement, Oui, professeur. Super. merci. Donc, moi, je suis professeur de nutrition. Je ne travaille plus officiellement, je suis retraité. Et par contre, je suis toujours dans une unité INSERM, c'est l'Institut de la recherche médicale, qui est basé à Limoges. Et je suis également le président d'une structure qui s'appelle le Centre de ressources en nutrition pour la Nouvelle-Aquitaine. C'est une structure associative qui a une délégation de fonction de l'ARS Nouvelle-Aquitaine pour s'occuper des problèmes d'alimentation et de nutrition au niveau des établissements médico-sociaux en priorité, mais éventuellement avec d'autres établissements, donc des établissements de santé si nécessaire, des établissements sanitaires, voire avec le grand public. Donc, je vais vous parler aujourd'hui des troubles de déglutition. J'espère qu'il va bien s'ouvrir. Le voilà. Et normalement, vous devriez l'avoir en grand écran. Est-ce que c'est bon Oui. pour vous? Oui, oui, ça fonctionne, c'est parfait. Voilà. Merci. Donc, je vais être relativement bref parce qu'on n'a pas un temps énorme. On fait cette formation en présentiel sur une journée complète. Donc, vous voyez que c'est pas tout à fait le format dont on dispose aujourd'hui. Merci aussi quand même, en passant, je le dis, merci au professeur Jean-Yves Salle, qui est professeur en médecine physique et adaptation au CHU de Limoges et avec lesquels on a pas mal travaillé sur ce sujet depuis de nombreuses années. Donc la déglutition, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué, mais on va essayer de simplifier les choses de manière à ce que tout le monde puisse suivre. Alors il y a des gens parmi vous probablement qui connaissent bien la question, et puis d'autres qui connaissent beaucoup, beaucoup moins. Du moins, c'est l'expérience qu'on en a quand on va dans les EHPAD ou dans les établissements pour personnes handicapées. Ce qui fait que je vais rester plutôt au ras des pâquerettes. Et puis, si vous avez besoin de précision, dans la mesure de mes possibilités, j'y répondrai. Donc, la déglutition, c'est le fait d'amener de l'alimentation ou des boissons depuis l'entrée de la bouche jusqu'au niveau de l'estomac en suivant une route particulière que je vous montre avec la flèche là et qui est la bonne route. Voilà, c'est-à-dire que on va passer à travers les lèvres, rentrer au niveau de la cavité buccale, enfin de la bouche, où il va y avoir une mastication, il va y avoir aussi une insalivation, et puis à un certain moment, je vais revenir là-dessus, le bol alimentaire, c'est-à-dire la pâte qui a été constituée quand c'est un produit solide, va être transmise de l'avant vers l'arrière de la bouche, passer dans cette zone qui ressemble à la carte de la Corse qui s'appelle le pharynx, qui est une zone de transfert particulièrement importante, et ensuite aller dans l'œsophage, qui est ce tube en arrière, pour déboucher dans l'estomac. Ce schéma, là, cette coupe d'avant en arrière, a un gros intérêt, c'est qu'elle montre qu'il y a quand même beaucoup de structures qui sont en jeu dans la déglutition. Et si vous partez de l'extérieur, vous voyez, il y a les lèvres, mais il y a aussi les joues, il y a les dents, il y a évidemment les glandes salivaires, il y a la langue, que vous voyez en rouge ici, c'est du muscle. En arrière du palais, le palais osseux, il est là, mais le palais membraneux et musculo-membraneux, il est ici. Il y a du muscle là aussi à l'intérieur. Et puis, si on va encore vers l'arrière, vous voyez, il y a des muscles en rouge aussi, qui sont les muscles pharyngés. Ces muscles vont pousser l'alimentation et les boissons vers le bas. Ici, vous avez quelque chose qui est bleu clair et qui est l'épiglotte, qui est un cartilage. Et ce cartilage, lors de la déglutition, va pouvoir basculer sur cette zone, qui est la zone laryngée, qui contient les cordes vocales qui ne sont pas mentionnées ici. Et, lors de la déglutition, la bascule va se faire vers l'arrière, de manière à obturer le passage vers
ce qu'on appelle la trachée artère, en fait, qui est le conduit de l'air, le conduit de la respiration, qui reste ouvert, puisque ce conduit est constitué d'anneaux que vous voyez ici, les uns à côté des autres, au-dessus des autres, d'anneaux qui enrobent cette conduite et qui l'empêchent de s'écraser. En arrière, donc, vous avez les petits muscles de l'œsophage qui ont la même fonction que les muscles pharyngés qui poussent vers le bas, et un muscle circulaire qui en fait est un sphincter et qui s'appelle le sphincter supérieur de l'œsophage. Vous avez compris que la bonne route, c'est depuis là jusque là, et donc il faut que tout soit organisé pour que ça passe uniquement ici. Autrement dit, il va falloir que cette partie-là soit fermée, et que cette partie-là soit fermée aussi, et que cette partie-là, c'est-à-dire le sphincter, soit ouvert. Il existe 3 phases lors de la déglutition. Une première phase qui est la phase de la bouche, avec la phase orale, avec des lèvres, les lèvres qui vont jouer un rôle, les joues qui vont jouer un rôle, la langue, les dents, les gencives, le palais. On pourrait rajouter les glandes salivaires. Donc vous avez compris que s'il y a une perturbation à un seul, voire à plusieurs évidemment, de ces niveaux, il peut y avoir un trouble de déglutition. Une expérience très très simple, c'est pour tout le monde, ça a été le moment où on a eu une rage de dents, un abcès dentaire, et à ce moment-là, une carie dentaire, et à ce moment-là, c'est très difficile de déglutir, voire quelquefois complètement impossible. Mais il y a des choses beaucoup plus simples, par exemple une gingivite, ce qu'il appelle une gingivite, une parodontite, qui est extrêmement douloureuse, heureusement la plupart du temps transitoire, mais qui va provoquer aussi très facilement des troubles de la déglutition. Ensuite, vous voyez qu'il y a une deuxième phase qui est la phase pharyngo-laryngée, c'est-à-dire le passage au niveau de ce carrefour. Et cette phase pharyngo-laryngée est une phase réflexe, alors que la première est une phase volontaire. Volontaire, ça veut dire qu'on peut garder dans la bouche le temps qu'on veut. En général, on ne garde pas très longtemps, mais en fait, on pourrait garder beaucoup plus longtemps. En revanche, cette deuxième phase, la phase réflexe, elle est indépendante de notre volonté. Et elle est très rapide, de l'ordre de moins d'une seconde dans la plupart des cas. Qu'est-ce qui va jouer dans ce cas-là? Les muscles pharyngés, je vous l'ai dit, qui poussent vers le bas, le larynx qui va monter pour aller se bloquer contre l'épiglotte, donc le larynx y compris l'épiglotte, le sphincter supérieur de l'œsophage qui a intérêt à être ouvert, sinon ça passe pas. Et puis en plus, il y a une commande respiratoire d'origine centrale, c'est-à-dire liée au cerveau, à une commande cérébrale, qui fait que normalement, on ne respire pas pendant la déglutition. Si on respire, je vais encore une fois revenir en arrière, si on respire, on est obligé d'ouvrir au minimum ici, et le plus souvent à la fois ici et à la fois ici. Et donc, on s'expose à des fausses routes. En passant, les fausses routes, vous voyez qu'il n'y en a pas 50, il y en a une par ici, c'est la fausse route respiratoire. Ce sont les fausses routes les plus fréquentes, malheureusement. Il y en a une autre aussi vers le haut, si jamais ça ne se ferme pas au niveau du palais musculaire. À ce moment-là, il peut y avoir une fausse route nasale. On va voir ce que ça peut donner tout à l'heure. Et puis enfin, il y a aussi une fausse route. Et imaginez qu'on fasse le tour du rond-point, qu'on revienne sur nos pas, c'est une déglutition rétrograde, mais ce n'est pas la bonne route, donc c'est bien une fausse route aussi. La bonne route, c'est celle-ci, il n'y en a qu'une. Donc, moins d'une seconde, blocage respiratoire, de manière à ne pas ouvrir pendant qu'on déglutit. En passant, petit point, vous comprendrez donc très facilement que s'il y a, par exemple, un résident ou une personne dans un établissement de santé qui mange avec d'autres personnes, que cette personne, le résident en question, a un problème de trouble de déglutition connu et que quelqu'un veut le faire parler pendant le repas, ou quelqu'un le ou la fait rire pendant le repas, il y a obligatoirement un déblocage respiratoire. Alors on peut essayer de le faire, mais ce n'est pas recommandé évidemment. Pendant que vous mangez, vous pouvez essayer de respirer alors que vous êtes en train de déglutir. Vous avez une bonne chance de faire une fausse route. Alors ne le faites pas, je vous en prie, parce que vous risquez de faire une fausse route sévère, ce qui n'est quand même pas l'objectif d'une formation comme ça. Quoi qu'il en soit, attention, ça a un impact, ce problème de blocage respiratoire, ou surtout d'absence de blocage respiratoire pendant la déglutition, ça a un impact sur l'organisation simple des repas. Ensuite, il y a cette phase œsophagienne qui, elle aussi, est réflexe, qui est de durée
relativement variable. Alors, variable, évidemment, en fonction de la texture. Variable, parce que ça passe plus rapidement si c'est du liquide que si c'est du solide. On sent très bien si c'est quelque chose qui est chaud ou quelque chose qui est très froid. On sent très bien que la vitesse de passage n'est pas la même. Variable aussi d'un individu à l'autre. Et puis, on va voir que c'est variable aussi en fonction de l'âge. Là, qu'est-ce qui est en jeu? Ce sont les muscles œsophagiens. Alors, on pourrait mettre aussi le sphincter supérieur de l'œsophage tout à fait en haut, bien entendu. Donc voilà les 3 phases de la déglutition. Vous voyez à peu près ce que ça peut représenter comme voie normale, vraie route, et voie anormale, fausse route. Les différents troubles de la déglutition. Première façon de définir les choses en parlant de dysphagie. Dysphagie, ça veut dire, normalement, ça veut dire je mange pas bien, je mange pas normalement. En fait, par extension, c'est je déglutis pas normalement. Le plus souvent, il s'agit d'une fausse route. Donc, on l'a dit, 3 types, les fausses routes respiratoires, nasales et buccales, la déglutition rétrograde. Il y en a d'autres, hein. Il y a aussi la déglutition lente ou difficile, qui peut se passer sans fausse route, mais qui a un retentissement important, en particulier dans les établissements médico-sociaux, que ce soit pour les personnes handicapées ou pour les personnes âgées. Donc, un retentissement important sur la qualité de vie et l'organisation des repas, parce que si la déglutition est lente et difficile, ben, ma foi, il va falloir prendre le temps pour manger. Sinon, il y aura des conséquences qui ne seront pas liées à des fausses routes, mais qui seront liées à une dysphagie de ce type. Fausse route respiratoire, on va revenir là-dessus. Nasale, on va revenir. Buccale, ce sont les respiratoires qui sont les plus fréquentes et largement. Alors ensuite, une deuxième classification qui est extrêmement importante en pratique. Est-ce qu'il s'agit de troubles de déglutition au liquide, TD pour troubles de déglutition, au solide ou aux deux? Là, je vous donne une petite étude qu'on avait faite il y a maintenant 7-8 ans, je ne me rappelle plus, auprès de 3 EHPAD qui étaient volontaires. On leur avait transmis un outil informatisé qui s'appelle un chatbot, c'est-à-dire un robot conversationnel qui existe toujours, hein, qui est spécialisé pour la détection des troubles de déglutition. Et on leur avait transmis ce chatbot qu'ils avaient chargé sur leur portable, leur téléphone portable, et qui permettait de repérer les fausses routes au solide, au liquide ou mixte, entre autres. D'abord, de repérer les fausses routes. Premier repérage, ça nous avait dit, dans ces 3 EHPAD, il y avait eu 50 personnes qui avaient été prises au hasard et pour lesquelles les tests avaient été faits. Ça nous avait dit 62% de troubles de déglutition, ce qui est très important au point de vue prévalence, au point de vue pourcentage. Première information, on va revenir un tout petit peu là-dessus. Deuxième information, attention, il y a des fausses routes qui sont exclusivement au solide, d'autres qui sont exclusivement au liquide, et il y en a des mixtes. On va revenir sur le sujet plus en détail. Fausse route au solide. Par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas à manger de la viande ou qui n'arrive pas à manger mixé ou qui n'arrive pas à manger haché. Les 3 textures principales pour le solide, on va reparler de ces textures. Ben, ces personnes-là, si on leur donne quelque chose d'épais, elles vont avoir d'autant plus de troubles de la déglutition et faire d'autant plus de fausses routes. Autrement dit, pour ces personnes qui ont des fausses routes au solide, il ne faut pas épaissir, il faut liquéfier. Ça ne correspond pas du tout à l'idée générale qu'on a des troubles de déglutition, en particulier dans les établissements médico-sociaux que nous, on arpente de long en large depuis des années. On se rend compte que dans un grand nombre de cas, quand il y a une fausse route respiratoire en particulier qui est signalée, le réflexe de la personne, des soignants, c'est d'épaissir. Sauf que si jamais c'est une fausse route exclusive au solide, ben ma foi, ça va provoquer des catastrophes. Et ça arrive. Donc, vous voyez, 13% des cas quand même. Hein. 29%, quasiment un tiers des cas, où ce sont des fausses routes exclusivement au liquide. Dans ce cas-là, l'épaississement est justifié. Et puis 58% avec des fausses routes mixtes, c'est-à-dire à la fois au liquide et au solide. On pourrait penser que les personnes qui ont ça ne peuvent plus s'alimenter, puisque liquide interdit, solide interdit. Non, ce n'est pas exactement ça. En fait, le chatbot, le robot conversationnel, permet de déterminer quelles sont les textures qui vont provoquer les fausses routes. Et on va se rendre compte que, par exemple, il y a une personne, un résident, qui a une fausse route avec de la viande, du solide, on va voir à quoi ça correspond en termes internationaux, mais pas de fausse route avec le haché. Donc c'est bien une fausse route
aux solides, mais ce n'est pas une fausse route à tous les solides. Eh bien, c'est la même chose pour les liquides. Entre de l'eau et puis un liquide beaucoup plus épaissi, ce n'est pas tout à fait pareil. Et effectivement, la majorité de ces 58% a été des personnes, des résidents qui avaient des fausses routes avec certains produits alimentaires qui ne passaient pas et puis d'autres qui passaient, que ce soit des liquides ou des solides. Néanmoins, il y avait quand même un problème notable qui est le fait qu'il y avait 5 résidents sur ces 58%, 5 résidents pour lesquels le test montrait que tout ne passait pas, plus exactement, que rien ne passait. Et pourtant, ces patients avaient tous les jours une alimentation. Et sur ces 5 patients, eh bien, il y avait 100% des patients qui faisaient des fausses routes tous les jours. Tous les jours, voilà. Les établissements avaient eu beaucoup de chance de ne pas avoir eu de fausses routes extrêmement graves avec ces gens-là. Néanmoins, ils faisaient des problèmes secondaires, évidemment. On va voir de quoi il s'agit. Quoi qu'il en soit, normalement, ils auraient dû avoir, ces 5-là, une alimentation qui n'était pas une alimentation par la bouche, puisque dans leur cas, rien ne passait. Ils auraient dû avoir une alimentation par sonde, c'est-à-dire une alimentation entérale, soit une sonde nasogastrique, une sonde qu'on passe par le nez qui descend dans l'estomac, soit une sonde soit une sonde de gastrostomie, c'est-à-dire une sonde qui va directement de l'extérieur, à travers la paroi du ventre, dans l'estomac. Donc voilà, vous voyez, ce repérage liquide, solide ou mixte est fondamental pour bien prendre en charge les personnes qui ont des troubles de la déglutition. Est-ce qu'ils sont fréquents? Voilà des chiffres dont on dispose. Alors ces chiffres sont quelquefois anciens, en particulier pour les personnes âgées, mais néanmoins, on pense qu'on est plutôt vers le haut, hein. Les institutions, 30 à 60% des patients des résidents ont des fausses routes. Alors, je ne dis pas qu'ils font tous des fausses routes graves, bien entendu, mais si on fait du dépistage, on va trouver de très nombreuses personnes qui font des fausses routes. Alors, un des facteurs de risque majeur, c'est l'âge. Ça, c'est connu, hein. Plus on avance en âge, plus on a de fausses routes, pour plusieurs raisons, mais une des raisons très simples, c'est le fait que la déglutition est globalement plus lente, en particulier au niveau du carrefour pharyngo-laryngé, et plus de temps ça reste au niveau de ce carrefour, ben, plus il y a de risques que ça passe dans le mauvais endroit, en particulier du côté respiratoire. Une autre raison pour laquelle les institutions ont plus de personnes qui ont des troubles de la déglutition avec des fausses routes, ben c'est le fait que du côté des handicapés, il peut y avoir des modifications morphologiques au niveau du massif facial. Et si vous avez des troubles dentaires, des troubles de l'articulé, des troubles de la mastication, évidemment, il peut y avoir beaucoup plus facilement des fausses routes. Et puis, pour les institutions de personnes âgées, c'est-à-dire les EHPAD, les maisons de retraite, à ce moment-là, il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Par exemple, le fait qu'ils ont beaucoup plus de médicaments. Bah, oui, plus on est âgé, plus on a de médicaments. Sinon, si on n'avait pas besoin de médicaments quand on est âgé, on serait éternel. Et puis aussi, ils ont d'autant plus de troubles bucco-dentaires qu'ils sont plus âgés. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de choses. On recoupe des choses qui ont été dites tout à l'heure par Madame Garcia, donc très bien, on est tout à fait dans le bon sens. Pour les hôpitaux, pourquoi il y en a moins? Pour plusieurs raisons. Une raison très simple, c'est qu'ils sont moins âgés. Il y a en moyenne une différence d'environ 20 ans entre les gens qui sont en EHPAD et les gens qui sont en hôpital. Et puis, une deuxième raison, c'est qu'à l'hôpital, il y a beaucoup moins de gens qui ont des facteurs de risque de troubles de déglutition. Parce que si vous allez à l'hôpital parce que vous êtes fait une fracture du bras ou une foulure de la cheville ou une brûlure au niveau de la cuisse, ben, ce n'est pas du tout un facteur de risque. Ça n'a rien à voir. Et puis aussi, à l'hôpital, ils sont beaucoup plus jeunes, évidemment, hein, c'est ce que je vous ai dit. Et pour le domicile avec les personnes âgées, là par contre, les chiffres, je vous l'ai dit, sont relativement anciens. Donc on a du mal à faire le point, d'autant plus qu'il y a de plus en plus à domicile de personnes avec des démences qui sont conservées à domicile dans la mesure où les secteurs d'aide à domicile se développent de plus en plus. Et on sait que la démence est un facteur de risque non négligeable. Donc on est plutôt actuellement à penser qu'on est plus vers le 38% que vers le 9% de personnes à domicile qui ont des troubles de déglutition. Vous voyez, il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup partout. Alors, quelles sont les principales causes? Je ne vais pas tout vous détailler, mais voilà
les deux grosses catégories de maladies qui vont provoquer des troubles de déglutition. Tout d'abord, les maladies neurologiques et en premier lieu, c'est le champion de toute catégorie des troubles de déglutition, les séquelles d'accidents vasculaires cérébraux. Alors, un petit truc à savoir, enfin plusieurs petits trucs à savoir, c'est que d'une part, s'il y a 40 à 50%, voire un petit peu plus d'accidents vasculaires qui développent au premier jour un trouble de déglutition, il n'y en a plus que 15 à 20% quand c'est au 15e jour. Autrement dit, les accidents vasculaires cérébraux s'accompagnent très souvent de troubles de déglutition, mais ils vont souvent régresser dans les 15 premiers jours. En revanche, ils ne vont pas régresser après le 4e mois. Donc, si vous avez en institution une personne qui rentre de l'hôpital après un accident vasculaire cérébral, vous allez pouvoir vous attendre à une récupération sous réserve qui est une aide, hein, par exemple de l'orthophonie jusqu'au 4e mois. Après, il ne faudra pas trop se faire d'illusions. Il y aura peut-être une stabilité avec de l'orthophonie, mais il n'y aura pas une amélioration. Deuxième maladie, la maladie de Parkinson, avec des troubles très fréquents et très précoces, ce qui est très très embêtant d'ailleurs, parce que les gens qui ont une maladie de Parkinson, souvent, ne souhaitent pas dire qu'ils ont des troubles que pourtant ils ont repérés. Et ils ont bien conscience, d'ailleurs comme beaucoup d'autres maladies neurologiques, que signaler un trouble de déglutition, c'est signaler une aggravation de la maladie, ce qui est la plupart du temps vrai. Évidemment, avec le traitement, lorsque la maladie est diagnostiquée, il va y avoir une amélioration, mais la maladie va continuer à évoluer progressivement. Il va y avoir une résistance progressive aux traitements qui vont arriver, et au bout de 10 à 15 ans d'évolution, quelquefois un peu moins, quelquefois un peu plus, de la maladie de Parkinson, bien, les troubles vont réapparaître de plus en plus méchamment, sauf s'il y a une thérapeutique particulière qui est la stimulation intracérébrale profonde, mais ça ne touche pas tous les malades qui ont une maladie de Parkinson, bien loin de là. Les démences sont aussi une cause très fréquente, quelle que soit la démence. Je passe sur les détails. La sclérose en plaques, à condition qu'il y ait des lésions très hautes, qui vont toucher les nerfs qui sont en jeu dans les réflexes de déglutition. Les maladies neuromusculaires, une des plus fréquentes en termes médiatiques, pas forcément en termes de nombre de patients, c'est la sclérose latérale amyotrophique, maladie catastrophique qui en quelques années va mener au décès des gens, dans à peu près 100% des cas. Il y a des cas de maladies de très longue durée, mais ils sont malheureusement extrêmement rares, maladie pour laquelle nous n'avons pas de traitement et qui, pratiquement pour tous les patients, va se terminer avec des troubles de déglutition. Enfin, les séquelles de tétraplégie d'autant plus que c'est haut, d'autant plus il y aura de troubles de déglutition, mais là, on s'adresse à des établissements très spécialisés. Du côté ORL, oui, les cancers, oui, bien sûr, bien sûr. Avoir un cancer ORL, au début, avant que tout traitement soit fait, c'est avoir une tumeur comme un petit pois, comme une petite orange, quelquefois, dans la gorge. Et évidemment, on comprend qu'on ne peut pas déglutir normalement si on a ce truc-là qui gêne. Mais après le traitement, la plupart du temps, c'est radiothérapie, chirurgie et chimiothérapie. La chirurgie, évidemment, va enlever des choses. Si elle enlève des choses, il va y avoir une cicatrisation, il va y avoir des structures qui ne seront plus là, et il y aura obligatoirement un trouble de déglutition secondaire, plus ou moins méchant, en fonction de ce qui a été enlevé. Mais il n'y a pas que la chirurgie, il y a la chimiothérapie qui peut provoquer une mucite, c'est-à-dire une inflammation sévère de la muqueuse à l'intérieur de la bouche qui peut gêner considérablement la déglutition. Et puis la radiothérapie peut provoquer, elle aussi, la radiothérapie ORL peut provoquer, elle aussi, une mucite, mais a un autre inconvénient, elle peut provoquer des cicatrices d'apparition très tardive, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, voire 20 ans après. Et les troubles de déglutition sont alors extrêmement retardés par rapport au traitement du cancer. Donc vous voyez, cancer avant la chirurgie, cancer après la chirurgie. Et puis d'autre part, toutes les inflammations de la bouche. Alors les mucites, évidemment, attention, hein, toutes les mycoses ne donnent pas ça. Les mycoses, c'est des champignons dans la bouche. Il y a des mycoses qui ne donnent pas de douleur et par conséquent, qui peuvent ne pas donner de troubles de déglutition. En revanche, les mucites qui donnent des douleurs très très fréquemment, elles, en donnent facilement. Les pharyngites, mais encore autre chose, beaucoup plus simple, les angines, une œsophagite, des troubles bucco-dentaires, on en a déjà parlé, c'est très très fréquent, avec des troubles portant sur les dents, ou portant sur les appareils dentaires.
Et vous savez comme moi qu'un appareil dentaire qui est douloureux, c'est un appareil dentaire qui peut donner des troubles de déglutition très facilement. Alors, il y a d'autres causes, j'y répondrai si vous voulez, mais qui sont beaucoup moins fréquentes. Néanmoins, il y a celle-là qu'il ne faut pas oublier, les traitements. Quelles sont les principales classes de médicaments qui sont responsables de troubles de la déglutition? Et vous voyez que les 4 premières lignes, neuroleptiques, sédatifs, benzodiazépines et morphiniques, sont des médicaments qu'on dit psychodysleptiques, c'est-à-dire qui s'adressent à des troubles psychiques ou psychiatriques. Les neuroleptiques, c'est destiné aux psychoses, mais en pratique, on le sait bien, c'est loin d'être le traitement qui est utilisé le plus souvent. Dans ce cas-là, les neuroleptiques sont utilisés beaucoup pour calmer les gens, pour avoir la paix, entre parenthèses, entre guillemets, je ne sais pas comment il faut dire, pour les personnes autour, pour les entourages, pour les soignants même, avec des gens qui ont de grosses difficultés de comportement. Donc les neuroleptiques, ils vont être présents. Ils ralentissent l'individu, mais ils ralentissent aussi la déglutition. Les sédatifs, les médicaments pour dormir, ces médicaments, eux aussi, ralentissent la déglutition. Alors ça peut arriver au premier jour, mais ça peut arriver au deuxième jour, troisième jour du traitement. Les benzodiazépines, qui sont des médicaments contre l'anxiété, même chose, très très utilisés. Les morphiniques, médicaments contre la douleur, très utilisés aussi, qui ont plein d'effets secondaires. Oh là là, je ne sais pas si vous avez eu un problème, moi j'en ai eu un, donc je vais revenir en arrière. Excusez-moi, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Voilà. Donc ces morphiniques ralentissent aussi la déglutition. Et puis, il y a toute la bande des médicaments qui sont dits anticholinergiques et qui agissent selon une autre modalité, à savoir un assèchement de la bouche. Il y en a un qui s'appelle l'atropine, avec les dérivés de l'atropine, qui sont assez peu utilisés, heureusement. La cordarone, médicament à visée cardiovasculaire, très utilisé. Le Tegretol, antiépileptique, très utilisé. Le Séropram et ses dérivés, médicaments contre la dépression, très utilisé. Le Motilium, utilisé lorsqu'il y a des ralentissements digestifs, en particulier quelquefois pour les patients diabétiques ou les patients qui sont constipés. Donc, vous voyez qu'il y a quand même quelque chose qui est vraiment important. Qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à ça? Que lorsqu'il y a un trouble de déglutition qui se manifeste, une fausse route respiratoire en particulier, qui se manifeste chez un patient avec une inquiétude, vous allez voir que l'inquiétude, c'est quelque chose de très très fréquent aussi, à ce moment-là, il faut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas eu un médicament qui a été introduit dans les jours précédents? Ça, c'est fondamental. Et ce n'est pas simplement du ressort du médecin, évidemment. L'aide-soignante, l'infirmière peut donner l'alerte. Ça sera le médecin qui va faire le geste d'arrêter et de modifier, d'accord, mais donner l'alerte, ce n'est pas forcément du ressort du médecin, d'autant plus dans les établissements médico-sociaux, que le médecin est souvent bien loin des résidents. Alors les conséquences. Donc première conséquence, les fausses routes respiratoires, qui peuvent donner tout d'abord de la toux, ensuite une infection pulmonaire, je vais vers la gravité, ensuite un étouffement et qui peut amener au décès. C'est quelque chose de dramatique, évidemment, et vous l'avez vu dans le repérage des troubles qui ont été signalés au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Vers le nez. Eh ben, vers le nez, ça paraît assez banal. On a eu tous un reflux alimentaire dans le nez, ou un reflux liquide, par exemple, quand on est allé à la mer et qu'on a pris une vague dans le nez, ou à la piscine, ou alors avec du Coca-Cola, ou alors en riant, par exemple, c'est remonté dans le nez, ce n'était pas prévu. Ça fait mal. Ça fait mal, ce n'est pas vraiment dangereux immédiatement, mais ça fait mal. Ce qui fait qu'une personne qui a un reflux, une fausse route vers le nez, une fausse route nasale, eh bien, cette personne, elle va avoir un reflux le matin, elle va avoir un reflux à midi, un reflux à la collation, un reflux le soir, et ça tous les jours. Imaginez-vous ce genre de torture. Bien sûr, ça ne va pas tuer les gens immédiatement. Ce n'est pas ça qui va donner un étouffement et un décès. En revanche, ça peut donner quelqu'un qui va s'arrêter de manger, voire de boire, parce qu'il a très bien compris que s'il continue, ça va être le calvaire. Très difficile à traiter, il va falloir voir ça avec les textures et de près. Vers la bouche, c'est la lenteur des repas. Eh ben oui, si le repas principal, il dure 45 minutes, il faut pouvoir aider la personne à manger, si c'est une personne qu'on aide à manger, ou laisser la personne manger durant au minimum les 45 minutes. Donc, il va falloir s'organiser. D'où l'intérêt de repérer ces fausses routes avec des gens qui disent « ça passe, ça se bloque, ça revient dans la bouche, je le repasse en arrière, ça revient dans la bouche 2 fois, 3 fois, et peut-être à certains moments, avec certaines positions, ça va passer ».
Il faut les repérer parce que celles-là, on ne fera pas de miracle, il va falloir prendre le temps. C'est fondamental pour tout le monde, mais c'est fondamental pour ces gens-là en particulier. Deuxième conséquence absolument majeure, anxiété des patients. Et évidemment, les gens qui ont des fausses routes et qui sont en capacité de comprendre, qui sont quand même assez nombreux, bah, ils vont se dire, punaise, qu'est-ce qui va m'arriver demain? Qu'est-ce qui va m'arriver après-demain? Et pour certains qui sont bien en capacité de se rendre compte de quoi il s'agit, est-ce que je ne vais pas m'étouffer un de ces jours? D'où l'anxiété, vous comprenez, d'où aussi une restriction de la prise alimentaire, vous voyez, au-dessous. Mais attention, il n'y a pas que l'anxiété des résidents, des patients, il y a aussi l'anxiété des entourages. J'ai mis de l'entourage, mais ce sont les entourages. Le premier entourage, quand c'est le domicile, c'est la famille, mais il y a aussi les soignants à domicile, et l'entourage majeur quand c'est en établissement, ah ben ce sont les soignants. Nous en faisons tous partie, depuis l'aide-soignante, l'hôtelière, l'infirmière, l'animateur, etc., le kiné, la diététicienne quand elle est présente, quand il y en a une, l'orthophoniste pareil, etc. Tout le monde est concerné. Il y a une sensation de culpabilité extrêmement rapidement. Cette sensation de culpabilité, elle touche les soignants. Mais elle touche aussi les cuisiniers, quand les cuisiniers ont été amenés à avoir une intervention, par exemple, sur les textures. Et elle touche aussi les directions, qui vont avoir la répercussion de l'accident qui est arrivé, et puis qui vont avoir la répercussion par les entourages familiaux. Parce que les entourages familiaux peuvent aussi râler en disant il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il s'est passé un événement grave, cet événement grave n'aurait pas dû se passer pour telle et telle raison. Donc inutile de vous dire que les administrations sont partie prenante. D'où l'intérêt, c'est ce qu'on dit de manière systématique, lorsqu'il y a eu un accident grave, il est fondamental que là où les personnes qui ont assisté à l'accident soient prises en charge du point de vue psychologique, de manière à ce que ça soit pas 3 mois ou 4 mois ou 5 mois après qu'il y ait une décompensation du point de vue psychologique d'une ou deux ou plusieurs personnes. Et ensuite, réduction de la prise alimentaire comme conséquence, la dénutrition, la déshydratation et évidemment la perte de plaisir alimentaire, ce qui est d'autant plus important que les personnes sont âgées. Alors, comment repérer? Juste, ouais, j'allais vous... J'intervenais, professeur, parce qu'il nous reste 10 minutes. Voilà, juste Oui. si on peut avoir un tout petit temps de questions-réponses, voilà. Désolée. D'accord. Alors, première chose, il y a un schéma général organisationnel, si vous voulez, une grille de repérage. Mais si vous disposez d'un ou d'une orthophoniste, ou si vous disposez d'un médecin spécialisé en déglutition, à ce moment-là, vous êtes dans une situation extrêmement favorable. Donc, je vais vous parler du schéma général. Je vous parlerai aussi des examens complémentaires. Je n'insisterai pas sur les examens complémentaires, mais je suis bien obligé de vous parler de l'examen du schéma général parce que dans beaucoup de situations, en particulier dans les établissements médico-sociaux, il n'y a personne de spécialisé. Et par conséquent, il va falloir se débrouiller. Et se débrouiller, ça peut être aller chercher de l'aide ailleurs. Mais aller chercher de l'aide quand un rendez-vous, c'est à 15 jours, 3 semaines, voire un mois, eh bien, ça commence à devenir extrêmement difficile. Donc, il y a peut-être des moyens, il y a certainement des moyens qui vont nous aider. Donc, la voie royale, c'est l'accès à l'orthophoniste, mais le plus souvent, on prend le schéma général et le voilà, ce schéma général. Donc, c'est un schéma qui fait partie des recommandations de la Société francophone de nutrition clinique et métabolisme en France, mais qui recoupe bon an, mal an les recommandations européennes avec des tests qui peuvent être des tests un petit peu différents, mais je reviendrai là-dessus uniquement si vous le souhaitez. Quoi qu'il en soit, à l'entrée dans un établissement, il y a beaucoup de résidents qui sont à risque et on considère que dans un établissement de type EHPAD, tous les résidents sont à risque simplement parce qu'ils sont âgés. Il y a des gens moins âgés, mais c'est l'exception. Dans un établissement médico-social de type personnes handicapées, un grand nombre de personnes sont à risque. Donc théoriquement, dans ces établissements, il devrait y avoir un bilan de la déglutition initiale obligatoire. Dans un établissement de santé, évidemment, ça dépend fortement des services. Si c'est un service de neurologie ou de médecine physique réadaptation, ou c'est pas du tout la même chose que si c'est un service de traumatologie, évidemment. Quoi qu'il en soit, pour ces établissements médico-sociaux,
On peut proposer une grille de dépistage qui est accolée à un entretien, soit avec le résident, le patient, ou la famille, ou la structure d'où vient le patient, et qui est couplé avec un examen clinique. Cet examen clinique repose sur des signes très simples, en particulier l'examen de la déglutition, voir comment ça se passe au quotidien, mais on va revenir là-dessus. Et puis, voir s'il n'y a pas de pneumopathie, d'infection pulmonaire, voir l'état dentaire. La plupart du temps, ça devrait être fait par le médecin, et la plupart du temps, c'est fait par une infirmière ou un cadre de santé. Quoi qu'il en soit, on va revenir sur cette grille de dépistage avec entretien, et il y a 3 situations. Vous voyez à votre droite, il n'y a pas de signe d'alerte, et le test recommandé le plus simple, c'est celui-là, le test de Pipo standard. Je vais vous dire de quoi il s'agit. Deuxième situation, alors s'il est négatif, on ne fait rien de spécial. S'il est positif, il faut aller à des examens complémentaires. Deuxième situation à votre gauche, on ne sait pas trop. La famille vous dit, oui, de temps en temps, le médecin fait une prescription d'antibiotiques parce qu'il y a une infection pulmonaire, tous les 2 mois, 3 mois. À ce moment-là, il y a un doute, et donc on ne fera pas un test de Pipo normal, on fera un test avec une titration, et on va voir ce que c'est. Si c'est négatif, on ne fait rien de particulier. Si c'est positif, il faut aller aux examens paracliniques. L'autre situation, c'est les fausses routes sont certaines, et répété la plupart du temps, et le test, ou alors le test de Pipo a déjà été fait, ou un test similaire a déjà été fait, il est positif, on sait qu'il y a des fausses routes. À ce moment-là, il faut avoir des examens complémentaires. Les voilà, ce sont des examens qui vont vous donner de plus en plus d'informations. Alors, je vais commencer par, et puis alors, si ce n'est pas possible, ces examens complémentaires que vous avez à droite, à ce moment-là, il va falloir faire le test de Pipo avec les titrations, les positions, les textures. Voilà la grille d'entretien et de dépistage. C'est une grille qui paraît compliquée parce qu'il y a beaucoup de lignes, mais qui est très simple parce qu'il y a beaucoup de oui, non. Donc, il suffit de répondre en oui et non, et je vais vous la détailler parce que ça, c'est vraiment une importance majeure dans la plupart des établissements. Alors, vous voyez, en haut, il y a trouble recherché, la toux, ensuite modification de la voix, ensuite autre trouble. En détail, trouble recherché. Est-ce qu'il y a de la toux? Oui, non. Après la déglutition, évidemment, de salive, de liquide, de solide. Voilà, pour préciser la texture, préciser comment ça se passe. S'il y a de la toux dans la minute qui suit une déglutition, ma foi, ça veut dire qu'il y a une fausse route respiratoire à 100% des cas. À l'inverse, s'il n'y a pas de toux, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de trouble de déglutition. On va revenir là-dessus. Mais quand il y a de la toux, c'est une fausse route respiratoire. Vous voyez au-dessous, il y a modification de la voix, et en fait, il y a 2 catégories particulières. La voix voilée, c'est celle que je vais faire maintenant. Voilà, ça c'est une voix voilée. Eh bien, vous avez une personne qui parlait normalement, elle déglutit, et dans la minute qui suit, elle se met à parler comme ça. C'est une voix voilée, ça a le même sens, exactement le même sens que la toux, c'est-à-dire c'est une fausse route respiratoire. Il peut ne pas y avoir de toux, mais une voix voilée. Et la voix mouillée, c'est la voix gargouillante. Ce sont des patients que vous connaissez, des résidents que vous connaissez, et ils se mettent à gargouiller alors qu'ils viennent de déglutir quelque chose. Toujours dans la minute qui suit. Même sens, c'est-à-dire il y a eu une fausse route respiratoire. Ensuite, autre trouble, déglutition lente et difficile, les blocages de la déglutition, où est-ce que ça se bloque? Et évidemment, ce n'est pas pareil si c'est au niveau de l'œsophage que si c'est au niveau du carrefour pharyngo-laryngé. Ça va fortement orienter les explorations complémentaires. Les difficultés de mastication, du bavage, des fuites alimentaires au niveau de la bouche, tout ça, ce sont les séquelles la plupart du temps d'accidents vasculaires cérébraux. Le reflux alimentaire par le nez, ce sont les fausses routes nasales. La salive anormalement épaisse, c'est la salive bave d'escargot qui se voit uniquement lorsque les personnes ont des pathologies neurologiques, très très essentiellement. On traite ça avec un bêta-bloquant et puis on espère que ça va passer. Une xérostomie, c'est la bouche sèche et ça va gêner la déglutition de nombreuses textures, en particulier les textures très sèches et les textures filandreuses. Et ça pose un problème parce que c'est difficile à traiter. Il va falloir humidifier, brumiser très fréquemment. Utiliser des textures qui ne sont pas évidemment les textures qui vont poser les problèmes. Est-ce qu'il y a des problèmes infectieux pulmonaires récurrents? Autrement dit, des infections pulmonaires à répétition. Ça, c'est fondamental parce que ça peut caractériser des fausses routes silencieuses. C'est les gens qui n'ont pas de réflexe de toux, qui n'ont pas de voix voilée, qui n'ont pas de voix gargouillante et pourtant qui font
une infection pulmonaire grave, quelquefois. Ce sont des gens, la plupart du temps, après qui ont des séquelles d'accidents vasculaires cérébraux et qui n'ont plus de réflexes en haut. En revanche, ils peuvent avoir des réflexes à d'autres endroits, mais ils n'ont plus de réflexes de tout, de voix voilée ou de voix gargouillante. Un temps de repas augmenté, attention, si 45 minutes, ça peut vouloir dire qu'il y a un reflux alimentaire, bien sûr, mais ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un trouble de déglutition et que la personne a bien repéré qu'il fallait y aller doucement. Donc, il va falloir chercher le trouble de déglutition quand le temps de repas est augmenté. Et en plus de ça, ça a un gros intérêt parce que ça va vous permettre de vous organiser pour savoir comment faire dans l'alimentation. Est-ce qu'il y a des positions de la tête ou du cou? Alors, je voulais passer défavorables, mais aussi favorables. Si elles sont identifiées, il faut les respecter. Il ne faut pas dire la déglutition, ça doit être avec la tête droite et regardez-moi. Non, ça doit être dans la position favorable. Est-ce qu'il y a des problèmes bucco-dentaires? On l'a déjà dit. Est-ce qu'il y a le relevé des médicaments utilisés? Vous avez compris pourquoi. Alors, ce test de pipeaux, il consiste sur le test de base à boire 90 ml d'eau normale en une fois, c'est-à-dire 3/4 de verre, et à repérer si dans la minute qui suit, il y a un des 3 signes que vous connaissez maintenant. Ce test peut être fait de manière titrée. Titré, ça veut dire on n'utilise pas 90 millilitres. Et je vous ai dit tout à l'heure, quand il y a un doute sur une fausse route, à ce moment-là, on va titrer. C'est-à-dire qu'on va prendre des toutes petites quantités, 5 millilitres, 10 millilitres, 20, 15, 25, 30, et on va repérer jusqu'où on peut aller. À partir du moment où on sait qu'au-dessus de 30, ça ne va pas, il faudra donner OK à boire, mais moins de 30. On peut tester avec des textures plus ou moins pâteuses. On peut tester avec des textures plus ou moins solides. On peut tester avec les positions. Et ce test de pipeau peut donner de grandes indications. Malheureusement, il met du temps. Il faut du temps. Il faut du temps, mais on peut y arriver. Et d'autre part, il ne s'agit pas de le faire tous les jours. La recommandation, c'est de le faire, vous l'avez vu, à l'entrée en établissement, lorsqu'il y a des facteurs de risque de troubles de déglutition, et ensuite de ne le faire que s'il y a, chez quelqu'un qui n'avait rien jusque-là, un problème qui arrive. Alors, vous avez vu qu'il y a marqué sur prescription médicale. Alors, on s'est bien renseigné sur le sujet. La prescription est obligatoirement médicale. En revanche, la pratique ne l'est pas forcément. Ça peut être une aide-soignante, une infirmière, voire un autre personnel paramédical qui va faire le test de pipeau sous réserve que ce personnel ait été informé et sache de quoi il s'agit. Voilà, ça c'est fondamental. Règle de sécurité, il faut pouvoir respirer, de l'oxygène doit être possible, une trousse d'urgence disponible. Donc ça veut dire que quand on fait un test comme ça, il faut le faire quand c'est un établissement médico-social, dans l'endroit où il y a ça. Et normalement, dans tous les établissements médico-sociaux, il doit y avoir ça. Et puis, moi j'ai rajouté, chaque fois qu'on a fait une publication sur le sujet, on a rajouté, si possible, quand il y a un médecin dans l'établissement. Ça ne veut pas dire que ça doit être le médecin qui va faire le test, mais au moins que vous puissiez avoir un recours, vous vous sentiez en sécurité par rapport à ça. Alors, les examens complémentaires, vous avez vu, c'est soit radio-vidéoscopie, soit examen ORL, soit examen orthophonique. L'examen ORL, eh bien, c'est fait avec un fibroscope nasal pédiatrique, tout petit, qu'on passe par le nez, et qui va permettre de regarder comment la personne avale quand elle avale par la bouche, avec éventuellement des choses qui sont colorées, des alimentations avec des textures, ou des liquides avec des textures plus ou moins variées, mais colorées, de manière à repérer qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que ça passe ou ça passe pas au bon endroit? Est-ce que ça passe au mauvais endroit? Est-ce qu'on peut faire une correction avec une position de la tête, par exemple? Ou avec évidemment les changements de texture. La radiovidéoscopie, c'est en faisant prendre à la personne quelque chose qui est, vous voyez ici, quelque chose qui est visualisé à la radio en noir, c'est radio opaque. Et c'est une alimentation plus ou moins liquide, plus ou moins épaisse, qui va être dans la bouche d'abord, ensuite qui va passer, vous voyez que pour cette personne, c'est passé en arrière, donc c'est descendu dans l'œsophage. Mais malheureusement, pour lui ou pour elle, je ne sais pas, c'est passé aussi en avant. Et en avant, ce sont les voies respiratoires. Donc, c'est une fausse route respiratoire majeure. La radiovidéoscopie, comme son nom l'indique, c'est cinétique. Là, c'est une image fixe, mais c'est à la fois en profil, comme là, et en face. Et ça va permettre de repérer et de donner les conseils nécessaires pour aller plus loin. Les bilans associés, les dents, les gencives, l'état pulmonaire et l'état nutritionnel, on en a déjà parlé pour les 2 premiers. Je reviens à ça et vous voyez que lorsqu'il y a un problème qui est détecté, si possible, on fait ça.
Si vous avez l'orthophoniste, c'est super. Et si vous ne pouvez pas, par exemple, c'est parce qu'il n'y a pas d'orthophoniste dans le coin, ou alors l'orthophoniste n'est accessible qu'une fois tous les 15 jours, ou alors il n'y a pas de nasofibroscope ORL parce qu'il n'y a pas d'ORL qui est d'accord pour le faire, et ou alors il n'y a pas de radiovidéoscopie à proximité. Par département, il y a 1, voire 2 appareils de radiovidéoscopie, enfin de structure qui fait ça. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas faire n'importe quoi, on est obligé de faire ce que je vous ai décrit, c'est-à-dire le test clinique de position et de texture, le test de Depipo. Prise en charge, chaque fois que c'est possible, il faut traiter la cause. Et évidemment, s'il y a un problème dentaire, c'est beaucoup plus facile que si c'est un cancer de l'œsophage. Mais dans les deux cas, on peut traiter. Mais il y a des fois, on ne peut pas traiter. Par exemple, lorsque c'est une maladie de Parkinson très évoluée ou lorsque c'est une séquelle d'accident vasculaire cérébral à 6 mois, 8 mois, 1 an. Il y a des petits moyens dans ce cas-là. Les boissons gazeuses, les préparations chaudes ou froides, c'est-à-dire pas les préparations tièdes, les renforcements des goûts, salés ou sucrés, sont des choses qui permettent de plus stimuler les récepteurs qui sont au niveau du carrefour et de déclencher le réflexe facilement. Pareil pour les plats à odeur agréable qui, de manière peut-être qui paraît un peu paradoxale, mais enfin c'est la réalité, quand c'est une odeur agréable, la déglutition est plus facile. Alors il y a des choses de bon sens, hein. Évidemment, il faut passer avec des petites bouchées et il faut prendre le temps, si c'est quelqu'un, on fait manger quelqu'un, ou laisser le temps si c'est la personne qui mange. Ça, c'est absolument majeur. Déterminer les textures optimales et respecter les prescriptions. Je réponds à une question qui nous avait été posée préalablement. Les prescriptions de texture sont des prescriptions médicales. Si vous faites une modification de texture de votre propre chef et que vous n'êtes pas médecin, à ce moment-là, vous vous exposez, si jamais il y a des perturbations graves, à ce que ça vous tombe sur le nez. Alors, non seulement ça peut tomber sur le nez du résident ou du patient, mais ça peut vous tomber dessus et ça peut être extrêmement méchant. Alors, les textures, je vais vous donner quelques éléments, mais comme on n'a vraiment pas beaucoup de temps, je vais vous renvoyer à IDDSI, International Dysphagia Diet Standardization Initiative. C'est la normalisation actuelle des textures. Et vous voyez qu'il y a des textures normales, petits morceaux tendres, finement hachés, lubrifiés, mixés, liquéfiés. Ça, c'est pour les aliments, avec des codes couleurs, noir, bleu, etc., et des codes numéros. Ça peut être repéré sur l'alimentation industrielle que vous pouvez acheter, par exemple sur les compléments nutritionnels oraux. Donc faites attention parce que c'est une identification importante, hein. Ça peut être aussi quelque chose qui vous est donné en prescription, par exemple par une radiovidéoscopie. Utilisez, d'accord, pour les textures aliments, mais uniquement les textures 6. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez le gêner. Ces documents, vous pouvez les utiliser, hein, on vous les laisse, évidemment. Je vous donne, mais je ne vais pas faire de détails par rapport à ça, là aussi par une raison de temps, je vous donne la correspondance avec les dénominations usuelles des textures. Actuellement, ce qui est recommandé en France principalement, c'est texture normale hachée mixée. Attention aux définitions, hein. Le mixé, c'est lisse, sans aspérité, sans morceaux, sans fil, sans grain. Il n'y a pas des morceaux dedans, hein. Il n'y a pas des grains dedans. C'est du mixé, sinon ce n'est pas du mixé. Donc, voilà les dénominations usuelles, voilà les correspondances au grade IDDSI et au code couleur, et voilà les définitions avec les morceaux. Quand ce sont des morceaux qui peuvent être écrasés, hein, je précise, mais si vous allez sur IDDSI, vous allez retrouver ça très très facilement et vous aurez beaucoup de précisions que je ne peux pas vous donner aujourd'hui. Pour les boissons, pareil, et là vous voyez la texture 0, 1, 2, 3, 4, avec des codes couleurs aussi, avec des correspondances pour savoir ce que c'est. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez tester avec une seringue de 10 millilitres. Vous retrouverez ça très, très facilement aussi. Donc, oui, on peut déterminer des textures, les textures optimales, et il faut les respecter. Les bonnes positions, non. Pour la tête vers le haut, l'hyperextension de la tête favorise les fausses routes respiratoires, oui, avec la tête bloquée. Le verre normal, non, parce que vous êtes obligé de lever la tête pour vider le verre. Le verre à encoche nasale, oui, parce que vous n'êtes pas obligé de lever la tête pour finir le verre. C'est quelque chose de très simple, mais d'utilisation vraiment importante. Lorsque la personne est en position couchée, et il y a pas mal de gens qui mangent, contraints et forcés évidemment, dans leur lit, redresser la tête du lit, non pas comme ça, oui, de l'autre côté, caler la tête, et puis les jambes légèrement fléchies. Et dans ce cas-là, on aura une position qui sera nettement plus confortable et qui favorise la déglutition. Lorsque c'est le soignant qui nourrit,
Eh bien, c'est la position de droite, évidemment, qui est la bonne. Et vous voyez que le soignant nourrit de bas en haut, première chose, et que son siège est plus bas que le siège de la personne. Alors, si c'est une personne qui est sur un fauteuil que vous pouvez monter, descendre, c'est très facile. Si le fauteuil est fixe, à ce moment-là, il faut que vous trouviez un siège plus bas, tout simplement. Et ben, ça peut être un tabouret, mais ça peut être aussi une chaise dont les pieds ont été coupés. C'est très simple à utiliser. Couvert et outils adaptés. Première chose, le canard est vraiment contre-indiqué en cas de trouble de déglutition. Et je dirais même, je ne vous l'ai pas mis là, mais je vais vous le dire, la paille est aussi contre-indiquée, sauf cas particulier. Quoi qu'il en soit, le verre en coche nasale, oui, on l'a dit. Et puis, ça, c'est de l'ergonomie. Plus ça sera facile de manger et de boire, plus les troubles de déglutition seront rares. Ça, c'est important aussi. Et là, c'est avec l'ergothérapeute qu'il va falloir voir. Je vous donne, pour terminer, quelques repères de bonne pratique du repas pour les personnes qui ont un trouble de déglutition. Ne pas laisser la personne seule. Ça ne veut pas dire qu'il faut être sur son dos. Ça veut dire que dans une salle où il y a une ou deux personnes qui ont un trouble de déglutition, il faut qu'il y ait un soignant à proximité. Voilà. Les prothèses doivent être portées au niveau des oreilles, des yeux, des dents pendant le repas. Une bonne hygiène buccale est souhaitable. Avoir une mauvaise hygiène buccale, bon alors si c'est possible, évidemment, parce que quelquefois avec les déments, c'est très difficile, mais si c'est possible, chez les personnes qui ont des troubles de déglutition, c'est bien meilleur parce qu'il y aura moins d'infections respiratoires. Limiter les distractions. Alors, je vous l'ai dit, il ne faut pas parler, il ne faut pas rire pendant qu'on mange quand on a un trouble de déglutition. Attention à la télé. Alors récemment, c'est arrivé qu'on voit dans un EHPAD des gens qui mangent dans leur chambre avec la télé allumée et la télé en hauteur. Donc tout ce qu'il faut pour qu'il y ait une mauvaise position et une distraction. Ne pas laisser un aliment dangereux à la portée de la personne qui a un trouble, adapter la forme galénique. Ça, ce n'est pas de votre ressort. Évidemment, lorsqu'il y a des comprimés et que les comprimés ne passent pas, il faut changer la texture des comprimés. Il faut passer avec des poudres ou des liquides. Mais ça, vous devez le signaler. Mais c'est le pharmacien de l'établissement qui est responsable. Ce n'est pas le soignant, même le médecin, c'est le pharmacien. Donc il faut aller voir le pharmacien, en discuter avec lui. Informer les entourages, respecter la dignité du patient. Et je vais terminer là-dessus. Je ne parle pas de tout. Je ne parle pas en particulier des gestes d'urgence parce que normalement, vous avez dans vos établissements des formations spécifiques. Et voilà. Alors j'arrête le partage et puis voilà. Merci beaucoup, professeur. C'était extrêmement intéressant et notamment, je trouve tous les trucs et astuces, quelque part, que vous avez donnés, qui sont parfois juste du bon sens et qu'on a tendance à oublier dans le flux continu, voilà, des prises en soins. C'est parfois un peu oublié, mais je pense qu'il y a des choses effectivement très, très pratiques et faciles à mettre en œuvre que vous avez rappelé. C'était vraiment extrêmement intéressant. Je ne sais pas si vous avez des questions voilà, dans le chat, n'hésitez pas. Sinon, on en a vu une, alors vous y aviez répondu, mais c'est peut-être intéressant de le redire. On a eu une question de quelqu'un qui nous a demandé quel professionnel est habilité à faire un test de pipeau et est-ce qu'une auxiliaire de vie à domicile pourrait le faire ou utiliser Clinibot? Oui, elle peut le faire, elle peut utiliser Clinibot, sachant que si elle le fait, la question nous a été posée à de nombreuses reprises. Malheureusement, c'est difficile de dire allez-y, faites-le, parce que l'aspiration, vous ne l'avez pas forcément sous le nez, l'oxygène non plus. Vous voyez, ça, c'est quand même un petit peu embêtant, quoi. Alors, Clinibot, c'est super, évidemment. C'est quelque chose qui peut être plus facile, parce que le Clinibot, c'est des questions-réponses. Donc là, vous n'avez pas besoin de faire le test de pipeau. Vous faites des questions-réponses. Ça va vous alerter, ça va vous donner des informations et des indications. Et si ça vous dit, attention, il y a un risque de fausse route au solide, fausse route au liquide, ou fausse route avec telle ou telle alimentation, évidemment, il faut aller plus loin. Mais ça va vous dire au moins qu'il y a le risque et avec quelle texture il va y avoir le risque. Mais il faut probablement aller plus loin, même avec Clinibot. Mais c'est un gros atout en termes d'utilisation au quotidien, bien sûr. Par contre, le test de pipeau en établissement, oui. À domicile, moi, j'hésiterais. Oui, c'est pas facile. Peut-être rappeler ou expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est que Clinibot, parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Clinibot, en fait,
Clinibot, c'est un robot conversationnel, c'est un petit logiciel qui est installé sur un portable téléphone et qui vous parle, qui vous pose des questions. Vous allez répondre aux questions et une fois que vous avez répondu à toutes les questions, il va vous donner des propositions diagnostiques. Ce ne sont que des propositions, hein, ce n'est pas une prescription médicale. Mais comme je vous l'ai dit, ça peut être, une fois que vous avez rentré toutes les questions, répondu à toutes les questions, ça va vous dire, il y a probablement chez ce patient des fausses routes liquides, orientez-vous vers telle ou telle texture. Ou alors, ça peut vous dire aussi, il y a très vraisemblablement des fausses routes à beaucoup de choses et il faut aller rapidement vers un spécialiste. Il n'est pas question de continuer à manger comme ça. Vous voyez, ça va vous donner des informations qui peuvent être des informations, j'allais dire modestes, mais aussi des informations beaucoup plus dures qui vont vous orienter les gens, orienter les soignants vers les filières qui sont quelquefois des filières d'urgence, hein. Ça peut vous dire, il ne faut plus manger du tout parce qu'il faut une nutrition artificielle de type nutrition entérale. Mais ce n'est pas une prescription, c'est une information avec des propositions. Et comment est-ce qu'on peut se procurer Clinibot? Là, il faut que vous preniez contact avec Serenut. Donc, vous allez sur Serenut et directement sur Internet, vous allez trouver toutes les coordonnées. Et sinon, c'est aussi sur le diaporama. Sur la dernière diapositive, vous avez les coordonnées téléphoniques, le site et le mail. Et vous pouvez avoir, si vous allez sur le site, beaucoup d'informations sur ça et puis d'autres choses qui concernent l'alimentation et la nutrition, dont beaucoup d'informations gratuites. Et puis, une autre question qui nous avait été posée au moment de l'inscription, est-ce qu'il existe des formations qualifiantes ou validantes pour dépister les troubles de la déglutition? Alors nous, on en fait depuis déjà beaucoup de temps. Donc, pareil, hein, contactez-nous et bien sûr, vous en trouverez d'autres, hein. Par exemple, sur l'assistance publique hôpitaux de Paris, il y a des formations. On a fait venir à plusieurs reprises des gens avec lesquels on a pu travailler sur ce sujet-là, sur les troubles de déglutition. Vous en trouverez certainement d'autres aussi. Mais globalement, nous, si vous nous demandez une formation à ce sujet-là, soit c'est sur la Nouvelle-Aquitaine et normalement on est en capacité d'y répondre, soit c'est sur un autre endroit et on essaiera de vous trouver ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il me semble que oui, qu'il y en a une. Non. Non, je pense qu'on On a fait le tour. Est-ce que vous avez des questions Alors, c'est vrai qu'on a débordé, mais je pense que c'était important, voilà, de pouvoir aborder tous ces points. C'était extrêmement précieux. Est-ce qu'on voit d'autres questions? Non, il y a Non, pas. Alors, manifestement, j'ai l'impression. un dernier Oui. truc, si jamais Oui. vous avez besoin d'une information particulière, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour ça, c'est-à-dire que nous répondons à toutes les questions. Si on ne sait pas et qu'on n'a pas les moyens de vous trouver une information, on va vous dire, on ne sait pas, on n'a pas les moyens, et on va vous orienter sur quelqu'un d'autre. C'est arrivé récemment sur des problématiques très particulières, où on s'adresse à des hyper spécialistes. Mais on répondra de toute façon. Voilà. Oui, je pense que vous avez complètement raison. Ne jamais rester vraiment seul dans son coin sur une question non résolue. N'hésitez pas à nous interroger les uns les autres parce que, comme le dit très clairement le professeur, si on ne sait pas, on réorientera, on vous aidera à trouver la ressource appropriée pour trouver la solution à votre question, à votre problème. Donc, surtout, ne pas hésiter à solliciter effectivement les différentes structures régionales d'appui. On est là à vos côtés pour vous accompagner. Ok, ben écoutez, je pense que nous avons fait le tour, en tout cas. Voilà, de ce premier webinaire commun, il me reste juste à tous vous remercier. Merci beaucoup à nouveau, professeur, pour Merci. votre intervention cet après-midi qui était très enrichissante. Vous retrouverez encore une fois la présentation de ce webinaire ainsi que le replay sur le site de CK du CK dans les prochaines heures. Merci d'avoir été si longtemps présent et vous retrouverez, là on n'a pas beaucoup de temps, donc on vous épargne cette dernière diapo, mais vous retrouverez dans la présentation une diapositive de présentation
peu redondant, mais c'est pas grave, du challenge, du prochain challenge EIS, événement indésirable associé aux soins, pour lequel on a déjà beaucoup communiqué et qui vous invite vraiment à participer, à challenger vos équipes, à déclarer leurs événements indésirables associés aux soins. Et par exemple, ça peut être une fausse route. Et le CK est à vos côtés pour vous aider à l'analyse de ces événements. Et voilà, et l'idée, c'est de booster vos équipes et avec in fine un prix et l'identification d'un vainqueur dans la filière sanitaire au niveau régional, dans la filière médico-sociale au niveau régional, dans la filière soins à domicile et en ville au niveau régional et au-delà de ça, en fin d'année, fin de semestre, la désignation d'un gagnant national. Voilà, bref, vous trouverez toutes les informations sur nos réseaux sociaux, sur la fin de cette présentation. Et il me reste à nouveau à vous remercier tous pour votre participation et à vous souhaiter un bon après-midi. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, professeur. Au revoir.